Nouvelle heure d'information sur RTI1. Bonsoir et bienvenue à tous. Voici le sommaire de ce journal. Retour du président de la République en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara était en France puis au Niger où il participait ce lundi au 57e sommet extraordinaire de la CEDEAO. Alassane Ouattara s'est exprimé dès son retour sur les points marquants de son séjour hors du pays. Un point à suivre au cours de cette édition. Ce lundi marquait le début des épreuves du BTS. 51 650 candidats composent dans les 121 centres répartis dans le pays. Pour cette session 2020, les épreuves orales ont été supprimées du fait de la maladie à coronavirus. C'est une année scolaire particulière qui s'annonce aussi dans l'enseignement général. L'année scolaire sera composée de 2 grands semestres, comprenant une période de révision d'ordre général. En prélude à la rentrée 2020-2021, le ministère de l'Éducation nationale annonce aux acteurs de l'école les grands réaménagements. Bienvenue dans ce 23h. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan cet après-midi après un séjour hors de la Côte d'Ivoire. Le président de la République était d'abord en France où il s'est entretenu avec le chef de l'État français Emmanuel Macron et avant son retour en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a pris part ce lundi au 57e sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'était à Niamey au Niger. Une rencontre qui a fait la revue de la situation politique, sécuritaire et économique de la sous-région. Et notons que c'est le premier sommet qui a réuni physiquement les chefs d'État et de gouvernement de l'organisation après des mois de mesures restrictives dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. À ce 57e sommet extraordinaire de la CEDEAO, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a été désigné président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'institution communautaire. Nana Akufo-Addo succède ainsi au président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou. Dès son retour à Abidjan, le chef de l'État Alassane Ouattara n'a pas manqué de présenter au peuple de Côte d'Ivoire le point de son séjour. On regarde. Je viens de rentrer de Niamey où nous avons participé au sommet de la CEDEAO. C'était le 57e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de notre institution. Et c'était une occasion de faire le point de la situation politique, économique et sécuritaire dans la sous-région. Nous avons eu à passer en revue la situation politique dans chacun des pays pour constater qu'en 2020, nous aurons des élections, je crois, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Ghana, au Burkina et l'année prochaine, en début d'année, au Bénin. C'est-à-dire que 6 pays de notre communauté auront des élections entre maintenant et le début de l'année prochaine. Nous avons tous souhaité que ces élections soient démocratiques, transparentes, mais surtout apaisées. Tous les chefs d'État ont insisté sur le fait que la démocratie, c'est de croire aux urnes, c'est d'aller aux urnes, c'est de respecter les décisions des institutions et d'accepter donc le résultat des élections et d'utiliser les voies appropriées au niveau donc de la loi s'il y a des contestations et ne pas se retrouver dans la rue pour retarder le développement de nos pays, surtout par cette période de Covid-19. Alors, nous avons aussi examiné l'état de la communauté elle-même. Et là, nous avons des préoccupations parce que, en raison de la Covid-19, les ressources propres de la communauté ne représentent que, je crois, 37% à fin juin, alors qu'évidemment, d'habitude, nous sommes au-delà de 50%, ce qui veut dire que la communauté risque d'avoir quelques soucis de financement. Et nous avons indiqué que tous les pays qui ne sont pas à jour sont priés de le faire le plus rapidement possible. Nous avons aussi entendu
le compte-rendu du président du Conseil des ministres sur les questions relatives à la médiation, à la sécurité. Et il y avait un point important qui était la question du programme de coopération monétaire de la CEDEAO. Ce point nous a permis d'expliquer à nouveau ce que représente la réforme au sein de l'UEMOA et d'indiquer qu'il s'agit d'une réforme en 2 temps. Le premier temps étant de faire en sorte que tous les engagements et tous les liens avec le Trésor français et la présence des Français dans les structures de l'UEMOA soient complètement donc effacés et que nous maintenons pour le futur que la question de la garantie de notre monnaie par donc la France et également la question de la parité fixe avec l'euro. Mais ces 2 choses sont des décisions intermédiaires en attendant la mise en place de l'ECO. Alors, quand l'ECO pourra être réalisé, à ce moment-là, évidemment, le lien avec la garantie sera arrêté et nous pourrons rentrer dans une évolution de taux de change flexible et aussi avoir une banque centrale fédérale. Il est évident que le délai de juin 2020 qui avait été arrêté n'est plus réalisable puisque la maladie coronavirus a complètement gâché tous les plans. Et nous avons demandé au président de la Commission de reprendre ce dossier avec les banques centrales commises à cette tâche et de travailler à nous proposer un nouveau calendrier. Bon, certains parlent de 3 ans, d'autres parlent de 5 ans. Tout est-il que c'est un dossier à suivre. Et donc l'ECO, en tant que monnaie scripturale ou fiduciaire, ne pourra pas voir le jour avant 3 à 5 ans. Et pendant cette période, bien évidemment, nous continuerons d'utiliser le franc CFA, qui est une bonne monnaie solide, une monnaie appréciée de tous, y compris par les pays voisins. Cette clarification étant faite, nous nous sommes félicités de la totale convergence de point de vue sur la question de l'ECO, et donc la phase finale. Et pour le moment, avec les réformes qui ont été faites, ceci permettra d'aller vers l'ECO le moment venu. Alors ce sommet a également procédé à la désignation d'un nouveau président en exercice de la conférence. Il s'agit du président du Ghana, le président Nana Akufo-Addo, qui aujourd'hui prend le témoin en remplacement du président Issoufou du Niger, à qui nous avons rendu un vibrant hommage pour le travail important qu'il a fait pendant son mandat et surtout avec cette période de crise, non seulement au plan sécuritaire, mais également au plan sanitaire et avec toutes les conséquences sur les économies et les finances de la sous-région. Et bien évidemment, nous l'avons félicité sur son engagement, particulièrement sur la question du Mali. Ce dossier a été évoqué par tous les chefs d'État. Nous avons tous considéré qu'il fallait montrer notre solidarité envers le peuple malien, en même temps qu'il fallait engager la junte militaire à tout faire pour que dans les prochains jours, nous ayons en place un président de transition civile, un chef de gouvernement, premier ministre civil, et que la durée de transition soit moins de 12 mois, conformément à la feuille de route donc de la CEDEAO. Alors, avant mon voyage sur Niamey, j'ai eu un déjeuner de travail en tête-à-tête avec le président Emmanuel Macron. Ce déjeuner a eu lieu le vendredi 4 septembre, de 13h à 15h. Le tête-à-tête nous a permis, en tant qu'amis, de faire le point
de la coopération et des relations entre la Côte d'Ivoire et la France, pour constater que ces relations sont excellentes, que la Côte d'Ivoire a fait des progrès exceptionnels au cours des 9 dernières années, et aussi bien au plan économique, au plan financier, au plan sécuritaire, au plan de la lutte contre la COVID-19, et que tout doit être mis en œuvre pour que cela puisse se poursuivre. Nous avons rassuré le président Macron que les élections se passeront dans la paix, car les Ivoiriens veulent la paix, les Ivoiriens veulent des élections apaisées, que les quelques troubles que nous avons vus au mois d'août étaient totalement de la manipulation et que toutes les dispositions sont prises pour que cela ne puisse plus se reproduire et que par conséquent le calendrier sera tenu. L'élection présidentielle aura lieu le 31 octobre, comme prévu, et que les institutions font leur travail. La commission électorale indépendante a terminé le sien et a envoyé le dossier au Conseil constitutionnel. Et j'ai indiqué au président Macron que l'état de droit, c'est la construction d'institutions fortes et indépendantes. Et c'est ce à quoi nous nous sommes employés au cours des 9 dernières années et que nous avons confiance en nos institutions. Ces institutions diront le droit et à la suite de cela, bien sûr, la campagne sera ouverte à compter du 16 octobre et le scrutin aura lieu, comme prévu, le samedi 31 octobre. Alors, c'était un déjeuner amical et pour montrer son engagement et sa confiance dans le processus, le président Macron a accepté de multiplier par 5 la contribution de la France donc, au processus électoral au niveau de la commission électorale indépendante. Et nous avons également parlé longuement du Mali, de la préoccupation de la France, de l'Europe et de la communauté internationale concernant le flou, entre guillemets, qui persiste au Mali. Mais je lui ai dit que nous étions en contact avec les jeunes gens de la junte et que nous les encourageons à faire tout pour que les structures soient mises en place dans les meilleurs délais. Il y va donc de l'intérêt des Maliens, mais il y va également de l'intérêt des pays voisins, tels que la Côte d'Ivoire. Je pense que beaucoup le savent, le Mali est le 2e client de la Côte d'Ivoire au plan continental. Donc ce qui affecte le Mali affecte la Côte d'Ivoire et au-delà des liens anciens qui unissent les 2 pays et les 2 peuples. Et je lui ai indiqué que nous allons travailler de concert avec les autres chefs d'État pour que cela puisse se réaliser. Nous avons parlé bien sûr de la lutte contre le terrorisme, ce qui explique l'intérêt de tous pour le Mali. J'en ai profité pour dire comment nous avons géré l'attaque de Kafalo et je voudrais féliciter les grands commandements pour l'important travail qui a été fait pour circonscrire cette attaque. Et j'ai indiqué que nous avons des dizaines de personnes en détention qui sont interrogées. Et bien évidemment, ceci nous permet d'avoir des informations intéressantes pour nous-mêmes, mais également pour les pays voisins, et que nous avons même créé une zone spéciale dans le nord pour protéger nos frontières et protéger les Ivoiriens. Et qu'ils pouvaient donc considérer que la Côte d'Ivoire, au plan de la sécurité, continue d'être bien tenue et que nous ferons en sorte de donner tous les moyens à nos forces de défense et de sécurité pour continuer cet excellent travail. Alors, nous avons également parlé de la pandémie, donc de la COVID-19. Alors, je lui ai dit toute ma fierté pour les résultats que nous avons obtenus jusqu'à présent, en expliquant comment nous avons procédé, en isolant d'abord Abidjan, ce qui a permis de concentrer la plupart des cas à 98% dans la ville d'Abidjan. Et au fur et à mesure, nous avons pu donc mettre fin à l'isolement d'Abidjan et que la Côte d'Ivoire est l'un des rares pays à avoir pu faire des examens
primaire, du secondaire avec le BEPC, le bac et dans les universités. Et je lui ai dit que, par exemple, en 2019, le taux de réussite était de 41%, ce qui est faible, mais c'était moins de 20% quand nous sommes venus aux affaires, et qu'en 2020, malgré la Covid, nous sommes à 40% de taux de réussite. Je crois que c'est une expérience que nous pouvons partager avec d'autres pays. Et nous avons aussi parlé de la situation internationale, notamment, bien sûr, la situation au Liban. Vous savez, nous avons près de 100 000 Libanais en Côte d'Ivoire, donc tout ce qui se passe au Liban intéresse la Côte d'Ivoire. Et nous avons évoqué ensemble comment les choses se passent. Je lui ai dit que la situation actuelle du Liban me rappelle la situation dans laquelle était la Côte d'Ivoire en 1990, quand le président Houphouët avait fait recours à un technocrate pour mettre de l'ordre dans la maison ivoire. Et qu'effectivement, dans ce genre de situation, quand les citoyens perdent confiance aux hommes politiques, il faut chercher, bien sûr, des gens qui peuvent avoir la capacité de mener une politique objective. Et c'est ce que nous avons fait de 1990 à 1993. Et la France est fortement engagée auprès des Libanais. Et j'ai félicité le président Macron pour cela, compte tenu de l'importance de la communauté libanaise dans notre pays et les liens que nous avons avec ce beau pays. Voilà, c'était le bilan du séjour à l'étranger du chef de l'État, Alassane Ouattara, faisant le point de ses récents échanges avec le président français Emmanuel Macron. Autre point de l'actualité en Côte d'Ivoire, les épreuves écrites du BTS, elles ont débuté ce matin. Une composition particulière, cette année, les épreuves orales ont été supprimées du fait de la pandémie de Covid-19. 51 644 candidats seront évalués au cours de cet examen dans 121 centres de composition. Walter Amadou Ouattara était dès 7h30 ce lundi au CBCG de Cocody pour suivre le lancement des épreuves par le ministre Adama Diawara. Son rapport en images. CBCG de Cocody ce lundi matin. Tous les candidats au BTS, brevet de technicien supérieur, se conforment au protocole sécuritaire avant d'avoir accès au centre. Les enseignants sont à leur poste. Ils y rassurent. Toutes les dispositions ont été prises afin que ces épreuves se déroulent dans de meilleures conditions. Effectivement, au niveau du paiement des primes, le paiement va débuter Dieu voulant aujourd'hui lundi. Sur ce côté, le ministre a été efficace, il a échangé longuement avec nous et il nous a rassurés. Ces examens 2020 se déroulent dans de très bonnes conditions. Aux alentours de 7h30, après quelques conseils aux candidats, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, procède au lancement officiel des épreuves par la distribution des copies de la technique d'expression. Pour voir de plus près ce qui se passe dans un autre centre, le ministre visite l'établissement William Ponty dans la commune de Yopougon. Toutes les salles où je suis passé, j'ai tenu le même discours. Il s'agit de leur demander de se concentrer sur ce qu'on leur propose. Il n'y a rien de nouveau. Tout ce qu'on leur demande, ça fait partie de ce qu'ils ont appris pendant l'année scolaire. Donc il faut qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et en évitant toute situation de fraude. Cette année, ils sont 51 650, dont 53% de filles et un peu plus de 46% de garçons. Comme je l'ai dit, je leur souhaite bonne chance. Et bon, les résultats sont prévus pour le 6 octobre. Abidjan abrite 94 centres sur les 121 que compte la session 2020 du BTS. Les épreuves écrites se tiennent du 7 au 10 septembre et les épreuves pratiques du 14 au 19 septembre 2020. Cette session du BTS se déroule en pleine préparation de la rentrée scolaire 2020-2021. Elle est fixée au 14 septembre prochain. Les modalités de la reprise des cours ont été communiquées ce jour par la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara. C'est au cours de la réunion solennelle de la rentrée scolaire. Chose est sûre, elle ne ressemblera à aucune autre après des mois de fermeture des établissements en raison de la pandémie de coronavirus. Jean-Marc Djadji nous en dit davantage.
Enseignants et techniciens de l'éducation nationale se sont réunis sous la présidence de la ministre de tutelle Kandia Camara. Objectif, faire le bilan de l'année écoulée et lancer les perspectives de la nouvelle rentrée scolaire 2020-2021 dans un contexte d'urgence sanitaire due à la Covid-19. Face à la situation, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle adopte entre autres des mesures de prévention et réajuste sa politique. Nous optons pour l'organisation de l'année scolaire en 2 semestres. La création et l'installation de comités de veille Covid-19 au sein des établissements scolaires, la remise à niveau systématique des élèves pendant les 8 premières semaines de l'année. Pour cette année scolaire, la politique de la gratuité de l'école va coûter à l'État de Côte d'Ivoire un peu plus de 14,5 milliards de francs CFA. La ministre Kandia Camara invite tous les acteurs du système éducatif à se mobiliser pour une école d'excellence. Le thème retenu pour l'année scolaire 2020-2021 est le suivant. Ensemble pour une école résiliente et compétitive. Il s'agit donc d'offrir le meilleur de nous-mêmes pour assurer et garantir pour tous le droit à une éducation de qualité, quelle que soit la situation de crise à laquelle notre nation se trouverait confrontée. Les ministres Aka Awele, Anne Ouloto et le secrétaire d'État Brice Kwasi se sont résolus à soutenir les efforts du ministère de tutelle dans la sensibilisation à l'école. La rentrée scolaire 2020-2021, qui débute le lundi 14 septembre 2020, prendra fin le vendredi 30 juillet 2021. Le gouvernement poursuit l'exécution du programme Eau pour tous. Au centre de la Côte d'Ivoire, un château d'eau a été inauguré par le ministre de l'Hydraulique dans le village de Bois-Foucro, c'est dans la région du Moronou. Le reportage de notre correspondant Hermania Mia. Par ce geste du ministre de l'Hydraulique, l'eau source de vie sera désormais disponible en permanence dans les robinets des populations de Bois-Foucro, village du département de Mbato. Le château d'eau, dont les travaux de construction ont débuté depuis août 2018, vient d'être mis en service par le ministre Laurent Kagba. Une bouffée d'oxygène pour les populations qui n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. C'est une joie pour nous, surtout parce que nous avons souffert sur l'eau. Il faut aller vers Ozi ou bien à la rivière et c'est difficile quand il y a des manifestations. Donc aujourd'hui, c'est une joie pour toute la population et puis pour moi. Donc je remercie le président de la République d'avoir pensé à nous. La construction de ce château d'eau qui a coûté plus de 135 millions de francs CFA à l'État permet à Bois-Foucro de disposer d'un système d'alimentation en eau potable de type d'hydraulique urbaine d'une capacité de production de 200 m3 jour, ce qui va considérablement améliorer les conditions de vie de la population estimée à 1313 habitants. Garantir l'accès de toutes les populations à l'eau potable est un vœu cher à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. En effet, il ne cesse de nous instruire qu'aucune région, aucun village, aucun hameau de la Côte d'Ivoire, aussi petit soit-il, ne doit être oublié dans la marche du développement inclusif. La région du Moronou connaît un déficit d'eau potable de 50% selon le ministre de l'Hydraulique. Pour pallier cette insuffisance, Laurent Kagba indique que des dispositions ont été prises par son département. Nous avons pris des dispositions spécifiques à Bongwanou pour que le déficit de 50% soit réduit. Donc nous avons utilisé la stratégie de mettre en place un UCD, c'est-à-dire une unité de traitement, pour produire de l'eau à hauteur de 2000 m3 jour, alors que Bongwanou a besoin de 4000 m3 jour et aujourd'hui on ne produit que 2000. Donc avec cette stratégie, nous allons produire 2000 m3 jour en plus, ajouter aux 2000 qui existent, ça fait 4000 et nous allons réduire le déficit à zéro. Toujours dans la même dynamique, avant l'inauguration du château d'eau de Bois-Foucro, le ministre de l'Hydraulique était dans la sous-préfecture d'Assahara, située à 34 km de Bongwanou, pour le lancement des travaux de construction d'un château d'eau.
Ce projet, qui va coûter à l'État 554 millions de francs CFA, permettra d'alimenter en eau potable, outre le village d'Assahara, ceux d'Indrikro, de Komambo, d'Asieboussou, de Kouma et de Kouakou. Grâce à ce projet, l'accès à l'eau potable de plus de 12 000 habitants de ces localités en 2020 est garanti. Voilà, les actes de développement se poursuivent malgré le contexte pandémique lié à la Covid-19. Le virus circule malheureusement encore. Et voyons d'ailleurs les chiffres de la pandémie en Côte d'Ivoire. Le point de la situation, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique annonce pour ce lundi 7 septembre 2020 113 nouveaux cas de contamination, 127 nouvelles guérisons à cette date. On compte donc en Côte d'Ivoire 18 701 cas confirmés. Ce n'est pas la fin de la pandémie, alors attention, il faudra respecter toujours les mesures barrières pour nous préserver et préserver les autres. Dans ce contexte pandémique, l'élection présidentielle se prépare dans notre pays. À un peu plus d'un mois du scrutin, le Conseil national des droits de l'homme en Côte d'Ivoire sensibilise à des élections apaisées en invitant les partis et groupements politiques à adopter la non-violence durant tout le processus. Des sessions de formation sont initiées dans ce sens. On en sait davantage avec Sidonie Davila. Hymne national. Ce premier lundi du mois de septembre, au siège du CNDH, Conseil national des droits de l'homme. Une cérémonie en présence du secrétaire d'État au civisme, Siaka Ouattara, qui salue l'engagement de cette structure qui veut contribuer à un environnement apaisé en Côte d'Ivoire. Dans cette optique, et pour relever le défi d'une élection apaisée, le CNDH forme depuis ce lundi les représentants de 25 partis politiques. Le cycle des élections qui commence dans notre pays en octobre 2020 avec l'élection du président interpelle le CNDH et lui donne l'opportunité d'adresser opportunément la question des droits de l'homme dans le dit contexte. Le mandat du CNDH non seulement l'y engage, mais aussi la psychose des violences qui accompagnent depuis quelques décennies les scrutins électoraux et dont aucun être bien pensant ne souhaiterait la répétition, l'y oblige. Le thème de cette troisième session de l'université, les droits de l'homme et les élections. L'action du Conseil est soutenue par Neumann Friedrich, son premier partenaire. Élections sans violence, c'est également l'objectif affiché par la Commission électorale indépendante. Son premier responsable, Ibrahim Koulibaly-Kubière, a partagé sa vision avec la cinquantaine de participants à cet atelier. La problématique était de savoir tout simplement comment fait-on pour organiser une élection sans violence. À mon avis, il faut respecter la loi. En connaissant dans un premier temps les organes chargés des élections et dans un second temps, connaître les droits qui sont attachés à l'exercice de cette matière qu'est l'élection dans un pays. Je pense que dans la paix, dans la quiétude, tout peut se faire comprendre. Et nous, à la Commission électorale indépendante, nous faisons tout, mais vraiment tout, pour apaiser les candidats et les électeurs. Alors, il faut nous faire confiance. Sous l'inspiration de Mme Carole Smezniak du PNUD, la Commission électorale est en train de se préparer pour faire un atelier sur tout le processus du scrutin, depuis le vote, c'est-à-dire l'expression du suffrage dans l'urne, jusqu'à la proclamation des résultats, en passant par la compilation dans les commissions locales, afin que, au sortir de ce processus, chacun sache qu'il doit avoir conformité entre ce que le peuple a voulu et ce qui a été proclamé, ce que les juristes du droit électoral appellent la sincérité du scrutin. La formation initiée par le CNDH sur les élections apaisées se tiendra sur 5 jours. Des jours pendant lesquels le Conseil entend mieux
disposer les esprits de ces acteurs à un processus sans violence, sans violation des droits de l'homme. Hors de nos frontières, la Guinée est aussi en pleine année électorale. La date limite de dépôt des candidatures est fixée à demain, mardi 8 septembre. Au nombre des prétendants déclarés pour la course présidentielle figure le leader de l'opposition, Cellou Dalein Diallo. Il a à ce jour rompu les rangs de l'opposition en annonçant sa candidature à l'élection présidentielle. Une nouvelle qui surprend plus d'un, car Cellou Dalein Diallo est le chef de file de l'opposition qui dénonce la nouvelle constitution du pays et appelle au boycott du scrutin en cas de candidature d'Alpha Condé à un autre mandat. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un autre journal. Bonsoir chez vous.